Cet homme-là a un petit grain et il peut en parler pendant des heures. Raphaël Pierre Bianchetti est tombé dans le mou de raisin quand il était petit. On a des reflets argentés, brillants bien sûr, le vin est limpide. Oui, limpide comme les eaux tranquilles du port d'Ajaccio près duquel il m'a donné rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons parcourir des vignes et des caves à la recherche du nectar parfait. Le métier de sommelier a un sens parce qu'il représente quelque part l'excellence du métier de restaurateur. C'est vraiment le métier de quelque part d'ambassadeur du vin et notamment du vin corse. Tous les sommeliers aimeraient tenir entre leurs mains le saint graal des vignerons, celui qui contiendrait le nectar ultime. Le dicton affirme que de la coupe aux lèvres, il y a loin. Eh bien, il se trompe. Et Raphaël Pierre Bianchetti a promis de me le prouver. Antoine, qu'est-ce que tu nous as fait de bon? Voilà, Raphaël. Je t'ai fait un petit rouget aux feuilles de vigne avec un petit jus de betterave, juste lié avec un beurre maître d'hôtel. Comme ça correspond un peu à nos deux passions. Parfait, écoute, c'est très symbolique. J'ai déjà une idée du vin qui va l'accorder. On va voir ça tout de suite. Bonjour. Bonjour Marie. Comment ça va? Oh, je suis ravie. Tu tombes à pic, on va aller voir Antoine. On est en train de travailler sur un accord. Et je vais mieux comprendre ton métier. Je t'en prie. Je te présente Antoine Cadini, donc le chef de ces lieux, chef expérimenté. Alors Antoine, là, qu'est-ce qu'un rouget, une feuille de vigne? Ça, qu'est-ce que c'est ce jus? C'est un petit jus de betterave et on le lie avec un petit beurre maître d'hôtel. Vous travaillez souvent ensemble? Oui. C'était une belle rencontre. Oui. On se connaît depuis quelques années seulement, depuis pas très longtemps, mais on a cette même passion. Alors de quelle manière que je comprenne? On travaille sur des accords mets et vins, tout simplement. Donc par rapport à un plat qu'élabore Antoine, je propose chaque mois un vin qui pourrait l'associer. Voilà. Alors là, tu as pensé à quoi? Alors là, j'ai pensé à un vin du nord de l'île, de Balagne exactement. Un rosé particulier, parce que c'est un rosé très vineux, comme on dit. Un rosé de gastronomie, un rosé de repas, issu d'un assemblage de 3 cépages. Mieluccio, Cinsault, il doit y avoir un petit peu de grenache également, si ma mémoire est bonne. Mais c'est surtout un rosé de saignée, donc expressif. Qu'est-ce que vous pensez de son idée? Je pense que le mariage sera très heureux. Plus qu'heureux. Alors comment ça se passe concrètement avec le client? En présence du client, on se soucie évidemment de ses goûts. Parce que c'est satisfaire le client, le premier travail du sommelier. C'est un conseil, mais pas une obligation. Bien sûr, on n'impose pas. Le sommelier reste en retrait. Il est là pour présenter sa carte de vin, lui suggérer des accords possibles. Donc à la fin, celui qui choisit, c'est le client. Dans la rue Fèche, l'ancien chef étoilé Antoine Cadino tient une table étonnante. Mais il faut aller un peu plus loin, dans les vignes de l'arrière-pays ajaccien, pour comprendre pourquoi ce jeune cep de vigne s'enracine si fort dans son terroir. Le sommelier doit connaître aussi le terroir, c'est important, et aller sur place pour pouvoir mieux en parler encore. Oui, tout part du terroir. L'expression du vin doit être ou devrait être l'expression du sol. C'est retranscrire le sol à travers le raisin et la manière de conduire la vigne. C'est ça l'art du vigneron, quelque part. On peut goûter quelques grains. Les grains les plus exposés au soleil, peut-être que tu peux goûter, doivent avoir déjà un petit peu de sucre. Si, ça commence. Voilà, là. Ouais, voilà. Ça commence. Voilà, donc on est justement à ce passage où maintenant le taux de sucre va augmenter nettement et l'acidité va diminuer. Raphaël, comment se passe l'enfance, principalement au Clos Capitor? Sereine, agréable. J'ai que des bons souvenirs de mon éducation, de mes parents. J'ai des souvenirs de mon grand-père dans la vigne, à la cave. Ça a toujours été à côté. À quel moment tu choisis ton orientation au niveau des études? Assez tardivement. Ma mère était enseignante en dessin, ça n'a rien à voir, c'est une artiste, mais elle enseignait à l'école hôtelière d'Ajaccio. Donc j'étais déjà familiarisé un petit peu avec les métiers, la formation en hôtellerie, si je puis dire. Et très vite, quand j'ai commencé l'école hôtelière, je me suis rendu compte que l'œnologie me plaisait beaucoup et que c'était peut-être là-dedans qu'il fallait persévérer. Ben ça a éveillé peut-être quelque part cette enfance et cette adolescence. Oui. Ben, tout revient après. Oui. Tout revient, c'est ça. Ici, c'est une
une vieille bâtisse. Pourquoi taureau? À taureau, parce que Capitoro, oui. c'est cadastré comme ça, c'est le nom de la colline en fait, des lieux. D'accord. Une bâtisse qui date de la fin du 19e, 1890. Chez les Bianchetti, on a toujours partagé le sang du Christ, car le domaine a été fondé par un prêtre, le curé Martin Bianchetti, qui l'a ensuite légué à son neveu. On est dans la salle des machines, c'est ici qu'on fait les mises en bouteille, l'habillage, c'est ici que tout se passe. Et d'ailleurs, on rencontre Pierrot. Bonjour, Pierrot, madame. je te présente Pierrot. Ce ben monsieur, alors. c'est l'âme de la cave. Son papa travaillait déjà pour mon arrière-grand-père. Pierrot est né physiquement dans la cave. Je dirais pas l'année, mais il y a quelques temps. En 1937. En 37. Le mars. Voilà. Comme ça, tu es au courant. Mais oui, mais Pour mon anniversaire. je sais que c'était avant-guerre en tout cas. Eh oui. Vous avez commencé à quel âge? 15 ans, 14 Eh ans oui. et demi, 15 ans, dès que j'ai quitté l'école. Et donc vous l'avez vu tout petit ici traîner? Bien sûr, je l'ai gardé au dos. Voilà. C'est toute ton enfance, toi, ici? Ah mais oui, et puis Pierrot particulièrement, ça me rappelle des souvenirs. ouais, c'est jamais comme un oncle pour moi. Il a Je n'ai grandi jamais avec travaillé mes... ailleurs. J'ai tout le temps travaillé ici. Même pas une journée à l'extérieur, non. Jamais. Jamais. Donc quelque part, Pierrot, il t'a passé aussi la passion du vin. Certainement, sans Peut-être, aucun oui. doute. Premier boulot, qu'est-ce que tu faisais Alors, quand tu avais 14-15 ans les l'été? tout premiers boulots, c'était ici à la cave. Ouais. Donc c'était du travail de manutentionnaire, si je puis dire. Nettoyage des bouteilles, étiquetage, les vendanges aussi. J'ai très peu fait les vendanges dans la vigne. Je m'étais fait piquer par une guêpe et au bout d'une heure, j'ai été relégué à la cave où le travail était un peu plus agréable, mais bon, difficile quand même. Oui, oui. Ça, c'était les premiers boulots. Quand tu sors de l'école hôtelière, le premier boulot, c'est quoi? Le BTS en poche, je suis parti rejoindre mon père qui était déjà à Rome, puisque mes parents avaient divorcé. Mon père s'est remarié avec une Italienne, avec une Romaine. Et j'ai vécu comme ça 7 ans dans la capitale italienne. On a créé une entreprise avec mon père d'importation de vins français et de vente de vins français et italiens. Ça fonctionnait bien? Non, c'était compliqué. C'était compliqué, c'était pas une grande réussite commerciale, mais par contre une énorme aventure humaine. C'est à ce moment-là que tu apprends ton métier. Oui, véritablement. on peut le dire, le vrai métier de sommelier. Et surtout la connaissance des vins. Donc c'est quand même 2 belles écoles, à la fois l'école française et l'école italienne. En matière de vin, je crois qu'on peut difficilement mieux. Hein. C'est le berceau de la viticulture en Méditerranée. Tu te formes pour devenir sommelier en Italie, tu passes 7 ans de ta vie là-bas, tu deviens sommelier et puis tu décides de rentrer. Exactement, en 2003. Retour à Ajaccio. Raphaël Pierre a des idées plein la tête. Et ce retour au pays l'aide à s'inventer un avenir made in Corsica. Il y a même le toucher. On dit toujours qu'il y a également le toucher, puisqu'il y a le vent, l'air et tout ça. C'est vrai qu'il est agréable, hein, ce port. On s'y sent bien. Puis c'est une manière aussi de mieux comprendre ta profession, parce que tu n'es pas un sommelier traditionnel comme on peut l'entendre. En effet, je suis un sommelier conseil, c'est comme ça que ça s'appelle, sommelier conseil. C'est-à-dire j'exerce le métier de sommelier, mais pas au sein d'un restaurant comme les autres, plutôt en freelance, donc en profession libérale. Et c'est pas un hasard si on est là. J'organise et j'anime des dégustations à bord des bateaux. C'est de l'onotourisme. Donc c'est un circuit, on part en mer. On se dirige vers les îles sanguinaires. Il y a d'abord une visite un petit peu de tout le littoral. Et puis ensuite, quand on arrive aux îles, on se met à l'ancre et là, on déguste. Là, c'est moi qui prends la suite et je parle un petit peu des vignobles d'Ajaccio. Avant ça, le no-tourisme n'existait pas ou peu? On n'a pas la prétention de dire qu'on a inventé Bien le sûr, no-tourisme. bien sûr. Ça existait Ouais. déjà. Hein. Le tourisme œnologique a toujours existé, mais n'était pas structuré. D'accord. Et là, il est en plein essor, en plein développement depuis quelques années, sans On aucun peut doute. tout imaginer alors, pas Mais seulement tout. la mer. Non, les airs aussi. Il m'arrive de faire des visites de vignobles en hélicoptère. Cette terre de vin, au climat idéal, est un jardin extraordinaire pour les œnologues. Le vignoble corse s'étend sur 7000 hectares qui produisent un peu plus de 330 000 hectolitres.
Les premiers cèpes ont été plantés il y a 2600 ans et ce sont les Romains qui ont favorisé le développement de la viticulture sur l'île. Depuis les années 90, les vins de Corse ont acquis une réputation de qualité qui permet de développer l'œnotourisme et les séances de dégustation. Donc là, vous goûtez un chacaré. On va parler un petit peu de l'appellation maintenant en général. Ici, on est dans la vallée de la Chinarque. On est dans l'extrême nord de l'appellation Ajaccio. L'appellation ne représente que 300 hectares de vignes à peu près. Et on goûtera volontairement 3 vins de 3 micro-régions, de 3 vallées différentes. Il y a pratiquement des notes de verveine, d'infusion. Et c'est encore plein de fraîcheur, de vivacité. Ça n'a que 2 ans, donc c'est encore très jeune. On a des reflets argentés, brillants bien sûr, le vin est limpide. Pourtant, ces reflets argentés sont typiques d'une présence d'acidité, donc de jeunesse, de vivacité. On a une très belle complexité sur une toute petite évolution. C'est un joli vin. Dans ce domaine de l'arrière-pays ajaccien, Raphaël Pierre Bianchetti fait le show pour initier un groupe de vacanciers aux subtilités des cépages locaux. Puis cap sur le domaine familial. Les vendanges vont commencer et Jacques Bianchetti vérifie minutieusement chaque cuve. Je vous l'ai dit, ici, le vin est affaire de famille. Alors, là, nous sommes au cœur des bureaux et on va aller maintenant voir dans le laboratoire d'analyse ma petite cousine. Pourquoi elle est chimiste ? Bianchetti. Elle n'est pas chimiste, mais elle est œnologue. Voilà Héloïse. Héloïse est là. Bonjour Héloïse. Je te présente Marie. Bonjour. Marie, Héloïse. Enchantée. Alors Héloïse, c'est ta cousine ? Oui. Et Héloïse, vous êtes œnologue. Tout à fait. Mais c'est étrange cette histoire, parce que vous êtes tombée toute petite dans le vin. Exactement. Et on vous a un peu poussé pour faire ce genre d'études ? Non, pas vraiment. On a compris avec ma sœur que c'était à nous de reprendre le domaine. Et c'est vrai qu'on a eu cette passion depuis toute petite, puisque notre père travaille, il a toujours travaillé dedans, notre grand-père aussi, notre grand-oncle aussi. Donc c'est vrai on baignait dedans. Ça sert à quoi exactement un œnologue ? Alors un œnologue, de la vigne jusqu'à la mise en bouteille, il intervient en fait. C'est l'œnologue qui sait à quel moment il va falloir traiter la vigne, quelles interventions il va falloir faire sur la vigne, comme un effeuillage, une vendange en verre, voilà, pour avoir le meilleur raisin possible au moment de la vinification. D'accord. Donc savoir quand vendanger aussi, ça c'est important. Et ensuite conduire la vinification jusqu'à son terme. Et le mettre en bouteille. C'est plusieurs métiers en un. Hein. C'est ça. C'est à la fois connaître la terre, être un peu agriculteur, avoir le sens de la terre, de la vigne, être aussi chimiste, évidemment, et puis être créatif. Alors, il paraît que moi, depuis que je suis arrivée, il y a quelque chose qui a changé dans nos vins rouges, apparemment. Ah. Donc peut-être que j'ai apporté cette créativité féminine aussi, parce que ça fait longtemps que c'est pas une femme qui fait le vin du Clos Capitor, alors peut-être. On dit souvent que les femmes ont beaucoup plus de sensibilité que les hommes, c'est certainement vrai, et ça se retrouve aussi dans la dégustation. Hein. Elles ont cette sensibilité, cette finesse qui fait que, elles ont après une approche qui leur sont propres et elles apportent beaucoup. Voilà. On visite un peu ? Allez, on va voir Mélissa à la cave, et comme ça on verra un petit peu le reste des lieux. Très bien. Mélissa va être notre guide. Voilà, on va aller voir un petit peu. Cuve en béton. Ça sent bon. Cuve en béton égale ça sent bon. Vous venez souvent, Mélissa, à la cave ? Là, en ce moment, moins souvent, mais j'ai une grosse responsabilité en fait quand on fait les vendanges. Parce que ma sœur tient à ce que je l'aide moi-même pour certaines tâches pendant les vinifications. Donc du coup, là, j'y suis beaucoup. Parce que vous vous occupez plutôt de l'aspect commercial. Oui. Je gère pas mal de trucs en fait. Hein. Je vais gérer la commercialisation sur la Corse, je vais gérer les déplacements sur les salons, la communication, les visites, les groupes, les dégustations. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont complémentaires, les deux sœurs, et elles s'entraident beaucoup et travaillent ensemble. Donc l'une apporte beaucoup à l'autre. On s'entraide, c'est une entreprise familiale, donc heureusement que chacun met la main à la pâte, parce que des fois, on est un peu débordés.
Le fait d'avoir travaillé au sein du clos familial t'a permis d'appréhender un petit peu l'économie de cette filière vinicole en Corse. Quel regard tu portes sur cette économie? Pour reprendre les mots d'un vigneron il y a encore quelques années, Pierre Aquavive, un vigneron en Balagne, il disait « on vit l'âge d'or du vin en Corse ». Je crois qu'il avait raison. Aujourd'hui, nos vins sont vraiment reconnus comme étant des vins de qualité. Nos vins s'exportent bien. Nos vins sont très consommés sur l'île, mais s'exportent aussi. Donc, les vignerons ont plus tendance à manquer de vin qu'à se retrouver avec des stocks en fin d'année. Est-ce qu'on peut se comparer aux grands? On a des grands vins, bien sûr. On fait partie des grands vignobles de France et du monde. Donc, il n'y a pas de raison que cette économie se casse la figure si on continue à travailler ainsi. Il faut continuer dans ce sens. Il ne faut pas qu'il y ait de dérive, de produire plus au détriment de la qualité. La Corse, de ce côté-là, est un petit peu épargnée parce qu'elle a su, il y a déjà maintenant 40 ans à peu près, faire le pari sur les cépages autochtones et sur des vins de qualité et avec une grande typicité, avec un vrai caractère. Donc miser sur des cépages anciens, par exemple. Et ça, ces choix des générations précédentes, maintenant on en est pratiquement aux enfants de ceux qui ont fait ces choix-là dans les années 70, portent leurs fruits. Ces choix portent leurs fruits parce qu'on se retrouve avec des vins uniques, donc pas comparables aux autres. Et les jeunes qui se mettent à leur compte, qui créent leur cave ou qui reprennent la cave de leurs parents, font ce pari des vins bio, des vins voire même en biodynamie, des vins naturels, pour le moins possible dénaturer ce noble nectar. Alors toi, tu es mélomane, tu aimes la musique, moi aussi, mais ce que j'aime particulièrement, c'est les mots. Alors j'aimerais bien que tu nous parles de vocabulaire, le vocabulaire du vin. Puisqu'on parle de musique et de vin, il faut savoir que déjà, il y a un vocabulaire similaire aux deux. Et que parfois, en parlant de l'un, on pourrait croire qu'on parle de l'autre. Par exemple, quand on parle d'harmonie, on parle souvent d'un vin harmonieux, et pourtant c'est un terme qui est adapté aussi à la, qui est emprunté à la musique. Oui, on parle d'accords mets et vin, mais on parle aussi d'accords musicaux. Par exemple, quand on parle d'acidité, de vivacité en musique, vivace. Vivace, c'est un rythme assez soutenu et surtout des notes un petit peu aiguës. Donc on a vraiment la représentation de l'acidité. Et c'est comme ça pour toutes les saveurs, pour tous les arômes. Rive Lecce, Muscat sec, c'est la cuvée C281, c'est le nom de la parcelle, tout simplement. Sur son étiquette, il marque bien, il notifie « interprété par Rive Lecce ». Et c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé, qui m'a toujours plu. Ça montre bien que les vignerons aussi sont des artistes, que c'est leur interprétation d'un cépage sur un terroir. Le vin, notre œnologue en parle très bien. Mais pour mieux le comprendre, il faudrait le goûter. Avec modération, bien sûr. Je vais te présenter Julien, le caviste. Julien, je te présente Marie. Bonjour. Voilà, jeune caviste qui vient de créer cette cave. Jeune passionné. C'est ça, un jeune passionné. Alors Julien, un jeune passionné, vous vous êtes rencontrés comment tous les deux? Alors en fait, on s'est rencontrés pendant mon apprentissage au chemin des vignobles, chez Nicolas Strombone, où j'ai passé 2 ans et je me suis pris de passion pour le vin et c'est là que j'ai rencontré Raphaël. Parce que c'était pas votre formation de départ, le vin, rien à voir. Non, rien à voir, c'est vrai. Et en rencontrant des gens comme Nicolas et comme Raphaël, la passion est passée, c'est ça? Exactement, la passion du vin et aussi la passion d'entreprendre en Corse. Quand on voit des Corses qui réussissent, ça donne envie de faire pareil. On va le tester. Pour voir s'il a bien appris. On va le mettre à l'épreuve tout de suite. Allez, on va goûter un vin de la région d'Ajaccio. Comme ça, on n'est pas loin. Voilà, on n'est pas loin. Oui. Bon alors, parlez-moi de ce vin. Mais là, on goûte un vin d'Ajaccio qui est issu d'un cépage qui s'appelle le Chacaril. On le reconnaît assez rapidement déjà à sa robe, parce qu'on a une robe qui est très cristalline et qui est un joli rouge. Moi aussi. Ouais. Il vaut mieux aussi regarder en fait par l'ouverture en fait. Et non pas à travers le verre. Voilà, c'est là qu'on peut mieux l'observer, on dira. Oui. Moi j'aime cette idée de dégustation très précise où finalement on ne s'enivre pas puisqu'on ne boit jamais. On boit peu. Un sommelier doit boire peu. Goûter beaucoup mais boire peu. C'est ça. Bon et à présent je peux goûter ou toujours pas? Oui.
montrer, Julien, un peu ce que vous avez? Surprenez-moi. Moi, ce qui me plaît aussi, c'est de travailler aussi avec des jeunes producteurs. Là, on a par exemple Nicolas Mario-Tibing, qui est sur Patrimoine, qui est un vigneron qui a une trentaine d'années, donc qui est un peu l'étoile montante du vignoble corse, qui est dans une démarche très nature, il filtre pas ses vins, il colle pas. Et puis on se rend compte que la filière va bien parce que lorsqu'on regarde les designs des bouteilles, ça c'est très féminin. C'est hein. vrai, c'est vrai. Mais on se rend compte qu'il y a un effort particulier. Hein. Alors qu'est-ce que vous me conseillez, Julien? Moi j'aimerais bien une bouteille que je connais pas du tout, Ouais. un peu la perle du caviste, Alors, la perle secrète. on peut partir aussi sur une nouveauté. Oui. Là, on est sur un 100% Chacaril, comme vous m'avez dit que ça vous plaisait. Oui. Donc là, on est sur Sartène. Il va sortir cette cuvée que sur les grandes années. Là, on est sur 2010. C'est magnifique. C'est exceptionnel, oui, ça. Je pense que c'est un des plus grands vins corse. Mais je le connais pas, celui-ci. Ben voilà. Eh ben, ça sera l'occasion. Ah ouais, ça Voilà. c'est formidable. Hein. Donc, je vous en mets 12. Ah ouais. 36. T'es fan, il paraît, complètement oui. fan de Sekli. Ah Il oui, vous a je félicité en fait, c'est Et ça? il a dit, je suis fan, j'adore ce que vous faites. Et depuis, il n'arrête pas, je suis fan. Même sur Facebook, je suis fan. Je suis fan. C'est ce qu'il m'a dit. C'est ce Ah qu'il m'a oui, dit. non, mais de toute façon, il n'y a pas de mensonge. c'est Bon, comme ok, ça. lui il est fan, mais vous, qu'est-ce qu'il vous apporte? Et moi, quand je l'entends parler, je dis ça toujours tout à l'heure à sa petite femme, pour moi, c'est un poème. Il m'apaise. Même lors des dégustations, il a une manière de tourner les phrases, de faire connaître nos produits, notre pays, d'une manière assez poétique. Et moi, j'adhère à ça. Et puis Fabien. Fabien, vous êtes historien. Il est pas là par hasard. Fabien, il t'a séduit parce qu'il est bourguignon et qu'il connaît beaucoup de choses sur les vignobles corses. Et oui. Et puis parce qu'il est bourguignon, sa parole a d'autant plus de valeur parce que c'est quelqu'un d'ailleurs qui nous parle de la qualité de notre vin, de notre histoire. Mais Raphaël est trop gentil, comme toujours. Mais comment un bourguignon s'est intéressé au vignoble insulaire? Et c'est parce que la Corse, c'est une des régions qui a le plus riche fonds d'archives pour savoir, à partir des vendanges, Eh oui. comment le temps a changé d'année en année depuis à peu près La 6 météo, siècles. on parle de météo On peut là. connaître la météo. D'accord. Donc la Corse, c'est un plaisir de travailler depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. C'est une richesse. C'est l'île la plus riche de Méditerranée du point de vue des archives pour un historien. Et c'est comme ça que vous avez rencontré la comme ça, Corse et que vous avez rencontré Raphaël. Et oui, parce que les archives, ce sont des vieux papiers des morts. Et Raphaël, lui, il est bien en vie et il connaît bien toutes ces choses-là. Et il peut en parler. Lui, il met des mots là où moi, je ne dis que c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et si on dégustait un petit quelque chose? Mais on va passer à notre animation. Ah oui, tu vas me faire déguster à l'aveugle et Voilà. des trucs comme ça? Oui, là c'est vraiment la dégustation à l'aveugle, telle qu'on peut l'appeler. Même on ne sait pas. Moi, je pensais qu'on se bandait les yeux. C'est pas la peine puisqu'on a des verres noirs. Un truc un peu plus Ice White Shot. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Tu peux voir ton voisin Je et peux sentir. déguster à l'aveugle. Alors sentir par exemple quel arôme, tel que le fruit, Ça sent la l'huître, fleur. tu vois, l'huître un peu. l'huître. J'aurais peut-être dû laver les verres. Il faudra pas demander la marque du vin après. Non, On mais dira ça pas ce que sent c'est. la bonne huître. Rouge ou blanc déjà? Alors, j'ai l'impression comme ça qu'on est sur du blanc, je dirais plutôt. Est-ce que je peux goûter ou c'est trop tôt? Oui, vas-y, bien sûr. Essaye de déceler s'il y a un petit peu de tanin ou pas. Le tanin, est-ce que ça laisse la gencive un petit peu Oh purée, c'est sèche? pas du blanc. C'est trop épais. Épais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop... Bon, alors, c'est quoi? Bah écoute, on va verser déjà pour voir la couleur et puis après. Tu dis alors? Tu dis que c'est un blanc, tant pis, je tranche. Bon. Non mais c'est pas grave. Non mais. Est-ce que je peux ajouter une chose? Je pense que c'est un rouge. On la refait. Non. Il y a un thème, c'est le monocépage. Un seul cépage dans ce vin-là. On doit essayer de retrouver lequel.